Bonjour, bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour chez vous. Je suis Cousin Naoumi, citoyenne ivoirienne vivant en France, donc citoyenne de la diaspora. Cet après-midi, je voulais m'entretenir avec vous, chacun d'entre vous, pour répondre à deux petites questions qui m'ont été posées sur ma page Facebook au sujet de la double nationalité et du choix de M. Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, qui a fait le choix de choisir la nationalité ivoirienne, donc sa nationalité d'origine, pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Et sur le deuxième cas, qui est le cas de M. Laurent Gbagbo, s'il est encore éligible, s'il pourrait se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Donc, je voulais m'entretenir avec vous à ce sujet. J'ai un jeune frère sur ma page qui m'a posé une question. Donc, la question est répétée par plusieurs personnes d'entre vous. Je vais faire une réponse globale et pour tout le monde, parce que je ne pourrais pas répondre à chaque question posée. Donc, je fais une réponse globale que chacun puisse comprendre ou avoir la réponse en même temps et pour aller un peu plus vite. Je n'ai pas le temps. Vous aurez remarqué que je fais de moins en moins de vidéos streaming parce que je n'ai pas suffisamment de temps. C'est pourquoi, sinon je suis l'actualité. L'actualité m'intéresse, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs, comme citoyenne ivoirienne, mais c'est le temps qui me manque et le temps me fait défaut. Donc je vais répondre à ces deux questions et puis après on pourra continuer à tailler la bavette si le temps nous permet. La question du jeune frère Adjoumani, qui a posé la question du savoir. Je vois des personnes qui souhaiteraient rejoindre le live, je comprends tout à fait, mais je ne pourrais pas rester longtemps, donc vous aurez remarqué que sur TikTok, je ne suis pas très calée là-dessus, parce que mon fils m'a interdit d'ailleurs de faire des TikTok, donc je suis plus sur Facebook. Il me dit, maman, les TikTok, c'est pour les jeunes. Bon, ça aussi, on comprend, mais on n'a pas de choix. On a obligé aussi l'intelligence artificielle. Et comme c'est aujourd'hui en France la conférence internationale de l'intelligence artificielle, c'est pour juste faire une petite parenthèse. Vite aux questions-réponses. Le jeune frère Adjoumani m'a posé la question de savoir pourquoi Tidiane Thiam a une double nationalité et pourquoi il fait le choix de choisir la nationalité ivoirienne. Est-ce que c'est légitime? La question qu'il pose, c'est sur le cadre du Conseil constitutionnel, il me semble, c'est sur sa question, mais je ne retrouve pas vraiment la question, mais je pense que c'est un peu dans ce sens-là. D'abord, je veux répondre, donner des éléments. Je suis ici déjà avec la Constitution ivoirienne et le Code électoral. Je l'ai toujours dit, il faut se référer aux lois, il faut se référer à la Constitution ivoirienne. J'ai ici le Code électoral et j'ai la Constitution ivoirienne. L'article, allons-y à l'article 43. Que dit l'article 43? Que dit l'article 43? L'article 43 de l'élection du président de la République. Article 43, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est éligible qu'une fois. Très bien. On lit les articles et puis on passe à notre entretien. Article, je ne pourrais pas répondre via les articles, pardon, excusez-moi, parce que si vous allez en même temps, article 48. L'article 48 dit quoi? Allons à l'article 48. J'espère que chaque Ivoirien quand même peut être capable de se procurer. Vous pouvez demander auprès de vos CEU locales. Vous aurez des informations pour vous vraiment vous informer et avoir les éléments de réponse à vos préoccupations, à vos inquiétudes. Tout est là-dedans. Et moi, je veux dire merci quand même à la CEI. Hein, quand elle est venue en France pour venir s'entretenir avec les Ivoiriens de la diaspora, j'étais dans la salle. C'était une chance pour moi de pouvoir me procurer du code électoral et de la Constitution. Donc, quand je ne comprends pas, je vais fouiller là-dedans. Je fais comme je suis en train de faire avec vous pour avoir quand même des éléments de réponse. Donc, je parle de l'article 48. Qui peut être éligible
à l'élection présidentielle. Tout Ivoirien, tout Ivoirien, tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après. Je réponds. Qui peut être candidat à l'élection présidentielle? Tout Ivoirien qui a la carte d'électeur peut être élu président de la République. La Constitution dit quoi? Donc la Constitution, on a ici le code électoral et la Constitution, donc ce sont toujours les mêmes lois. La Constitution ivoirienne dit quoi? Il a fallu que je porte mes verres pour le coup, mais bon, c'est pas bien grave. La Constitution ivoirienne dit, pour candidater à l'élection présidentielle, pour ceux qui ont la double nationalité, c'est-à-dire pour ceux qui ont la nationalité soit française et ivoirienne, on parle de l'élection présidentielle du Côte d'Ivoire, devrait faire un choix, pour ceux qui ont la double nationalité, devrait faire un choix de choisir la nationalité du pays où ils veulent candidater. Donc, il me semble que c'est le cas du président du PDCI-RDA, M. Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est franco-ivoirien. Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut comprendre d'abord ce que c'est que la nationalité d'un pays. Il faut le comprendre. Franco-ivoirien, pourquoi? C'est un Ivoirien qui est venu faire ses études en France. C'est comme un Ivoirien de la diaspora. C'est comme vous, comme moi. Moi, je suis ivoirienne, mais issue de la diaspora. Je vis dans la diaspora. Et donc, j'ai ma nationalité d'origine, qui est la Côte d'Ivoire, la nationalité ivoirienne. Je suis ivoirienne d'origine. C'est ma nationalité de naissance ivoirienne. Et puis, je viens dans la diaspora, comme beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, Ivoiriens. La diaspora, c'est pas que la France, c'est aussi les États-Unis, c'est aussi la Belgique, c'est aussi la Suisse, c'est aussi la Grande-Bretagne, c'est aussi le Canada, c'est aussi l'Allemagne, parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont la nationalité américaine, il y a des Ivoiriens qui ont la nationalité canadienne, il y a des Ivoiriens. Il dit, j'étais enfant, j'ai retrouvé. Ah, ma jeune sœur, je t'embrasse. Elle dit, enfant, je t'ai retrouvé, mais je suis pas perdu, voyons. Reste connecté, reste concentré surtout. Parce que ça, c'est important. On parle de nous, la diaspora. Ça veut dire, nous, ça nous concerne, nous, la diaspora. Donc, on doit vraiment se saisir de ces questions-là. Ça nous concerne, nous, la diaspora. Oh là là, il y a quelqu'un qui dit, tu as réussi combien? J'ai reçu l'amour de la Côte d'Ivoire, l'amour des Ivoiriens, l'amour de mon pays. Ça a toujours été mon engagement. Voilà, la sensibilisation citoyenne. Éduquer, former, informer. Et donc, c'est important. On va rester vraiment concentré parce que c'est un sujet important qui concerne les Ivoiriens, nous les Ivoiriens. Ça nous concerne, nous. Et donc, la nationalité concerne pas, la double nationalité concerne pas que les Ivoiriens de France. C'est aussi les Ivoiriens qui ont la nationalité américaine, canadienne, anglaise, suisse, allemande, la nationalité belge, la nationalité espagnole, portugaise. Voilà, c'est ça, avoir la double nationalité. Donc c'est ça la double nationalité. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ivoirien, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ivoirienne, ça ne veut pas dire ça. J'ai la double nationalité. Et comment on obtient d'autres nationalités de d'autres pays, de notre terre d'accueil? Et ça, comme je vis en France, je vais parler du cas de la France. Parce que je vis en France, donc je comprends, je sais mieux la législation française par rapport à d'autres pays où je ne réside pas. En France, quand on arrive en France, il y a plusieurs façons d'obtenir la nationalité française. Il y a d'abord ceux que la France décide, ou les autorités françaises décident, qu'on appelle les intelligences. Donc on dit intelligentsia. La France peut décider de vous octroyer la nationalité française parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes compétent, parce qu'elle a besoin de votre intelligence et de votre compétence. Et ça,
La France peut vous donner la nationalité française pour ça. Elle sait que, donc on appelle ça la recherche de compétences pour renforcer vraiment son pays. Donc la France, si elle estime que vous avez quelque chose à donner, vous êtes très intelligent, que vous avez des compétences dans tel domaine, vous êtes un grand chercheur, vous êtes un grand cardiologue, vous êtes un grand scientifique, la France, elle est fière, elle vous octroie la nationalité française. Je prends un exemple tout simplement qui était le cas du chanteur congolais Maître Gims, qui est un super chanteur, qui est arrivé en France tout petit, et puis qui a du coffre, qui est un chanteur. Donc la France a demandé à Maître Gims de lui donner la nationalité française pour qu'il représente la France. Donc la France aussi, elle a la recherche d'intelligence, elle a la recherche de meilleurs pour pouvoir élever son nom à un certain niveau. Et ça, Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la nation ivoirienne, le premier président ivoirien, l'a fait. Pour ceux qui se souviennent, Félix Houphouët-Boigny partait chercher les intelligences dans des pays africains. Il va au Togo, il va au Bénin, il va chercher les intelligences, il va au Burkina Faso, il va en Guinée, il va au Sénégal, il va au Cameroun, il va au Gabon, il va en Angola, il part. Donc, Houphouët-Boigny prenait les intelligences parce que à l'époque des indépendances, la Côte d'Ivoire n'avait pas suffisamment de cadres, on n'avait pas assez de cadres, donc il fallait avoir les intelligences pour pouvoir élever le nom de la Côte d'Ivoire, le niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été dans un collège, et je suis toujours fière de le dire, souvent je retrouve quelques amis ici qui m'écrivent, qui se rappellent encore de mes scarpins au collège Les Grâces, j'en ris souvent, très bien, mais qui appartenait à un Béninois. Donc, les professeurs qui ont éduqué, qui ont enseigné les Ivoiriens, étaient des Béninois. Donc, vous voyez, Houphouët-Boigny partait chercher les intelligences. C'est qu'en matière, dans chaque domaine de compétences, au Bénin, il partait chercher les Béninois. Il emmenait des Béninois pour dire, cela, il peut aider les Ivoiriens. Donc, au niveau de l'éducation nationale, on avait des Béninois. Houphouët-Boigny partait chercher les intelligences dans tous les pays africains. Et c'est ce qui faisait ce côté panafricain de Félix Houphouët-Boigny. C'est ça le sens même du panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas politique. C'est aller chercher les compétences. Ce que tu as de mieux, si tu peux m'apporter, je vais chercher pour que tu m'apportes ça. Ce que j'ai de mieux, si je peux t'aider, je t'apporte pour t'aider. C'est ça. C'est l'échange des compétences. C'est ça le sens même du panafricanisme. Félix Houphouët-Boigny était un patriote, était un amoureux de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, mais c'était aussi un panafricanisme. Et donc la France a fait ça aussi au temps de De Gaulle. La France partait chercher des intelligences. Donc vous allez trouver des Ivoiriens ou des Africains, des Sénégalais, de tous les pays, des Américains, des Anglais, des Hollandais. La France va chercher. Et quand la France sait que tu as quelque chose à apporter, tu es super intelligent, elle t'octroie la nationalité. Donc ça, on peut avoir la nationalité française par son intelligence. Par son intelligence. Merci, jeune sœur Témé, merci. Par son intelligence. Deuxième cas. En France, tu peux avoir la nationalité française parce que tu as épousé une Française ou tu as épousé un Français. C'est un droit. C'est un droit. Tu fais la démarche, tu fais ta démarche d'acquisition. On dit l'acquisition de la nationalité. Donc, tu fais la démarche parce que tu as épousé un Français ou tu as épousé une Française. C'est ton droit légitime, hein, c'est un droit qui te permet de faire la demande, si tu le désires, si tu fais la démarche d'appartenir à la communauté française, tu fais la démarche et tu fais la demande. Et tu es ta nationalité française. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas. Falacha, merci. Le troisième cas. Tu peux avoir la nationalité française parce que tu as un enfant français. C'est ton droit. C'est un droit légitime. Si tu as un enfant français, tu peux faire la démarche, tu dis, je veux un enfant français pour mon enfant, parce que je réside ici. Tu démontres que tu t'occupes, surtout ça c'est important, il faut le souligner. Il ne suffit pas de faire un enfant pour faire un enfant, il faut vraiment s'en occuper. Il faut s'en occuper. Il faut avoir les preuves que tu t'occupes de l'enfant, de son éducation. C'est important. Donc, tu peux avoir la nationalité française. Quand tu as un enfant français, quand tu démontres que tu t'occupes de l'enfant, que tu as les preuves que tu t'occupes de lui, que tu suis son éducation, tu peux faire la démarche de naturalisation. Et tu fais la demande de nationalité française. Voilà, je vous explique les cas. Ensuite, il y a un autre cas, qui est parfois le cas des maladies.
Mais il faut prouver que oui, dans mon pays d'origine, je souffre de telle maladie qui ne peut pas être soignée là-bas parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les appareils, on n'a pas l'hôpital qu'il faut pour me soigner, on n'a pas les traitements qu'il faut. Il n'y a qu'en France que je peux me faire soigner. Donc, pour une question de vie, c'est pour ça qu'on dit pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme, la France ne peut pas t'abandonner dans la maladie. Elle a décidé de t'aider, de te donner la vie. Donc, pays des droits de l'homme. Donc, tu peux demander les papiers, la nationalité, parce que tu fais la démarche d'abord d'avoir les papiers. Ensuite, tu dis, bon, je suis venu en France ici, ma maladie, c'est sur une longue durée, je dois suivre un traitement sur une longue durée, je ne peux plus vivre en Afrique, je décide de m'installer définitivement en France. Tu peux faire la démarche aussi pour avoir la nationalité française. Et puis, il y a aussi le volet des réfugiés politiques. Quand il y a des crises dans les pays, ainsi de suite, comme on voit aujourd'hui les réfugiés politiques, on a vu en Syrie, on a vu en Palestine, on voit un peu partout des crises, il y a des réfugiés politiques qui viennent en France, et puis quand on est réfugié politique, ça veut dire que d'abord on te donne une carte de 10 ans, et puis par la suite, quand tu fais la demande des réfugiés politiques, et ça il faut que les gens le sachent, tu n'as pas à te mêler de la politique de ton pays d'origine. Parce que ça veut dire que tu as régné ce pays-là. C'est ça, réfugié politique. Quand on est réfugié politique, on ne se mêle plus de la politique du pays qu'on a quitté. Parce qu'on est venu ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes ces choses parce qu'en ce moment, il y a des réformes en France et je vous invite vraiment à suivre l'actualité française, à prêter attention. Il n'y a pas que les bérets de Facebook, il n'y a pas que le Congo, ça sur les réseaux sociaux. Là, votre pays de résidents, les choses bougent à une vitesse. Aujourd'hui, il y a des réformes qui sont en train de se faire. Ça aussi, par notre propre faute. Nous, par notre faute. Et ça, c'est un autre sujet sur lequel je viendrai. Donc, je vais rester vraiment sur les deux sujets. Donc, voilà comment on peut avoir les papiers en France et les conditions d'acquisition de la nationalité française. Donc, je pense que c'est pareil aussi pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont dans d'autres pays, mais à l'exception. La Côte d'Ivoire, elle tolère la double nationalité. C'est pas parce que c'est pas un droit, hein, mais la Côte d'Ivoire tolère la double nationalité parce qu'on a beaucoup de nos personnalités politiques qui ont la double nationalité. Parce que quand je dis la double nationalité ne dit pas que la France, on peut être ivoirien d'origine burkinabé, on peut être ivoirien d'origine malienne, on peut être ivoirien d'origine guinéenne, on peut être ivoirien d'origine gabonaise, ivoirien d'origine camerounaise, ivoirien d'origine de l'Afrique. Des différents pays africains. Donc, ça s'appelle la double nationalité. Mais quand on veut candidater à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire, la Constitution dit, tu fais un choix. Parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire, de l'élection suprême. On parle de la vie de la nation. Donc, tu fais un choix. Si tu fais le choix, c'est de régner l'autre nationalité et d'accepter exclusivement d'être des nationalités ivoirienne. C'est ce que l'article de loi dit. Quand on parle de exclusivement. Parce que je pense que certains n'ont pas compris le sens du mot exclusivement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement des nationalités ivoirienne. Je pense que c'est ce mot-là qui doit perturber beaucoup de personnes. Exclusivement de nationalité ivoirienne. Né de père ou de mère ivoirien d'origine. Ça veut dire quoi? C'est la question que le jeune frère Adjoumani m'a posée. Exclusivement, ça veut dire tu choisis d'abandonner l'autre nationalité. Tu ne prends pas la nationalité ivoirienne pour dire non, je vais garder l'autre là à côté. Non. Exclusivement, ça veut dire tu fais une démarche. C'est une formalité. C'est pas quelque chose de très gravissime, au fait, comme j'entends sur les panels. Non, c'est une formalité. J'ai sous-signé, moi, nanani, nanana, moi, naounouguza. Je décide de abandonner la nationalité française et d'être exclusivement des nationalités ivoiriennes. Ouais, basta. Je donne à mes avocats, ils vont déposer. Terminé. C'est mon droit. C'est mon droit à moi, parce que je veux me présenter à l'élection présidentielle de mon pays. Donc, je fais le choix de choisir exclusivement une nationalité. Je pense que si j'ai répondu à la question, je vous lis au fur et à mesure en même temps, si j'ai répondu à la question du jeune frère. Parce que c'est le côté exclusivement qui le perturbait.
Parce que lui, il pensait qu'on dit exclusivement, ça veut dire tu ne dois jamais avoir une autre nationalité. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tu choisis une seule nationalité désormais. Tu abandonnes l'autre nationalité. Tu abandonnes l'autre nationalité. Et donc, sur la question de nationalité ivoirienne, née de père ou de mère ivoirienne d'origine. Ces deux notions de père ou de mère, au temps de l'ex-président Laurent Gbagbo, il y avait une réforme constitutionnelle où, dans la constitution ivoirienne, c'était écrit de père et de mère ivoirienne. Je pense que c'est ce qui a causé des problèmes dans la société ivoirienne, des problèmes politiques dans notre société. Donc, c'était né, être des nationalités ivoiriennes, né de père et de mère. C'était au temps de Laurent Gbagbo, c'était de père et. Donc, il y avait le problème de et ou, pour ceux qui se rappellent. Et bon, la réforme de 2016, la réforme constitutionnelle de 2016, pour pouvoir, parce qu'on a, la Côte d'Ivoire, il a fait des métissages. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui allait chercher des intelligences. Donc, on a des Ivoiriens qui sont métissés, qui sont de père ivoirien, et puis de mère centrafricaine, qui sont de mère ivoirienne, et puis de père congolais. Donc, la question... Donc, on est dans un monde aujourd'hui où il y a un métissage. Moi, je prends mon fils Maïwe. Sa maman est ivoirienne, son papa est français. Donc, Maïwe, demain, s'il fait le choix de prendre la nationalité ivoirienne, je n'impose pas à mon enfant. Je dis, oh mon fils, à tes 18 ans, tu feras ton choix. S'il pense que demain, dans l'avenir, comme on dit jamais, jamais, il n'a jamais voulu, puis ça ne l'intéresse même pas d'ailleurs, il dit, maman, la politique, c'est pas ça. Il ne veut même pas en parler. Voilà. Lui, c'est l'économie, c'est ce qui l'intéresse, pas la politique. Je dis, les économistes, à la fin, ils finissent par faire de la politique. Hein. Mais bon, ça, c'est sur un autre sujet. Quand il sera grand, on verra. C'est lui qui décidera. Donc, mais ouais, il est de mère ivoirienne et de père français. Donc, c'est ce que ça veut dire, le de père ou de mère ivoirienne. Je vous ai expliqué au niveau de la France comment on acquiert la nationalité. C'est pareil aussi en Côte d'Ivoire. Si ton papa est ivoirien, tu fais ta démarche d'acquisition de la nationalité, tu l'as fait dans les règles, tu peux. Merci. Merci vous qui êtes sur TikTok aussi. Merci, je vous lis au fur et à mesure. Donc tu peux, c'est ton droit légitime. La Côte d'Ivoire, c'est ton droit légitime et c'est inscrit dans la constitution ivoirienne. Donc je pense que j'ai répondu à la question de mon jeune frère Adjoumeni sur la notion exclusivement de nationalité ivoirienne née de père ou de mère. Exclusivement, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autres nationalités. Ça veut dire que tu choisis la nationalité ivoirienne exclusivement. Ça veut dire j'épouse exclusivement la Côte d'Ivoire, la nationalité ivoirienne. Je chéris exclusivement la nationalité ivoirienne. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose que ça. J'ai répondu à cette question. Maintenant, je reviens au cas. Certains commentaires dans le live ont été filtrés pour protéger l'expérience de la communauté. Ah, ça c'est TikTok qui est en train de me dire. Donc, vous voyez, TikTok maintenant, eux, ils vont filtrer pour nous donner l'intelligence artificielle. C'est pas moi. Et donc, pour la deuxième question, la préoccupation du jeune frère concernant le cas de M. Laurent Gbagbo. C'est pour ça que j'ai lu les articles de loi pour qu'on puisse se comprendre. Je reviens, c'est toujours, moi je me réfère toujours au code électoral et à la constitution ivoirienne. Je ne vais pas porter de jugement. Je ne vais pas porter de jugement. Je ne suis ni juriste, ni avocate, ni pénaliste, ni vraiment, ni magistrate, rien du tout. Je ne suis rien, donc je n'ai pas la compétence de juger de la légitimité ou pas. Non, c'est pas à moi de porter, je ne juge pas, parce que je n'ai pas la compétence pour. La seule chose, je me réfère à ce que la loi dit. Moi, je vais répondre. J'ai lu tout à l'heure un commentaire dit, on t'a payé combien pour faire ça? Je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'il faut éduquer la masse.
Et il faut donner la bonne information. L'intelligence artificielle ne doit pas rendre les Africains, doit pas nous retarder davantage. Nous, l'Afrique a un gros retard sur les autres nations. L'Afrique a un très gros retard sur les autres nations. Vous voyez? Et donc, sur les autres pays et les autres continents. Sur les autres nations de d'autres continents. Je préfère utiliser cette formulation. Et donc, vous voyez, quand on a l'intelligence artificielle, quand on a les réseaux sociaux, on devrait être capable d'apporter la bonne information pour pouvoir informer les autres. Parce que tout le monde n'a pas la même compréhension. Tout le monde n'a pas la possibilité de lire ou d'avoir accès à l'information. Et puis d'autres ne savent pas lire forcément. Donc nous qui avons, Dieu merci, qui savons faire quand même, qui avons le B à bas, bon à bas. Je pense que quand on est sur les réseaux sociaux, il y a un minimum quand même d'éthique qu'on devrait avoir, c'est de donner la bonne information aux gens. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas que de la propagande. C'est pas ça la propagande. Et puis vous voyez, quand on parle d'élection présidentielle, même le code électoral le dit dans le code électoral. Même la propagande, elle est autorisée dans le code hein, pour les élections, mais c'est la commission électorale qui fixe, qui va dire quand les dates des élections sont proches, c'est écrit dans la loi, quand le Premier ministre, voyez, quand tout est affiché en accord avec les représentants des partis politiques au sein même de la commission électorale indépendante, quand ils ont conclu, ils sont mis d'accord par consensus sur la date, sur le processus électoral, la propagande est dedans, on dit, la propagande est ouverte. Donc ça, c'est la période pour faire la propagande. Mais quand ce n'est pas la période pour faire la propagande, il faut informer les citoyens. Il faut donner la bonne information. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me connaissent depuis des années, mon engagement sur les réseaux sociaux, c'est un engagement citoyen. Je ne suis ni fanatique, et d'abord, je déteste les fanatiques. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas les fanatiques. Parce que je pense qu'ils sont un vrai danger des sociétés. Moi, j'aime la liberté de penser. La liberté de s'exprimer, tout en respectant l'état de droit. Tout en respectant les lois qui nous permettent de vivre ensemble. Et c'est ce que j'ai toujours prôné sur les réseaux sociaux. Donc, tu as l'impression que les gens, on les paye pour être des gens, pour devenir des... Je ne pourrais même pas prononcer parce que ce n'est pas important. Mais donnez la bonne information à vos compatriotes. Aidez vos compatriotes à comprendre les choses. Quel est votre intérêt à envenimer des situations, à faire de la propagande, à mentir, à faire de la désinformation? Vous gagnez quoi? Donc, vous voyez, dans une société, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la France, qui cherche l'excellence. Il faut qu'on soit à la recherche de l'excellence pour aider notre pays, pour aider l'Afrique à émerger. Parce que l'émergence, ça ne doit pas rester que des slogans, ça doit être des faits. C'est le comportement, c'est ce qu'on dit, c'est la bonne information, c'est pas la désinformation. Donc, d'autres peuvent croire, penser que, ah oui, comme elle donne la bonne information, ça me dérange dans ma stratégie. Mais moi, je ne suis pas là pour te plaire. Non, je suis là pour informer. Et moi, j'informe mes compatriotes. C'est tout. Et je pense que ça vaut plus que tout. Pour moi, ça vaut. J'ai la conscience tranquille et je n'ai pas de remords. Parce que si je déteste quelque chose, c'est avoir les remords. Je n'aime pas avoir des regrets. Si je peux faire quelque chose de bien et je vais me forcer à faire quelque chose de mal, moi, je ne peux pas le faire. Peut-être d'autres ont la capacité de le faire, pas moi. Donc, j'informe les Ivoiriens sur la notion d'exclusivement ivoirien. Point. Après, faites ça ce que vous voulez. Mais au moins, ceux qui sont là, ils ont quand même une petite information. Ils savent, ah, on peut aller faire des recherches. Allez-y, vous avez l'article 43. Même Google, c'est un moteur de recherche. Facebook, ce sont aussi des moteurs de recherche. Tapez l'article. Que dit l'article 43? Vous cherchez, article 43 dit quoi? Très bien. Que dit l'article 48? Vous cherchez article 48. Très bien. Que dit l'article 55? Vous cherchez article 55. Très bien. C'est ça. Donc, il faut donner ces informations à nos frères pour qu'ils fassent aussi leurs propres recherches. Ils vont lire, ils vont comprendre. Sur le cas de M. Laurent Gbagbo, ex-président de la République Côte d'Ivoire,
Je l'ai dit, je ne suis pas une magistrate, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocate et je ne vais pas porter de jugement sur ce que la condamnation de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas porter de jugement là-dessus. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire du bad buzz. Ça ne m'intéresse vraiment pas, le bad buzz. Je n'ai pas le temps du bad buzz. Et ici, ça peut vous paraître bizarre, mais il y a des personnalités qui me suivent. En fait. Il y a des personnalités qui me suivent. Ce n'est pas que les personnalités ivoiriennes. Hein. Il y a des personnalités en France qui vont checker sur mon profil pour voir ce que j'ai fait. Et moi, c'est important. Ça veut dire que même à mon humble niveau, là, je peux être écouté. Et je recherche juste ça. Comment je peux participer à un débat? Comment je peux participer à faire évoluer un certain nombre de questions, de sujets? C'est ce qui m'intéresse. Le reste, chacun est libre, avec sa conscience. Que chacun fasse son état de conscience. Moi, quand je me regarde dans la glace, je vais être fier de moi-même. Et je veux que ma famille soit fière de moi. Point barre. Concernant le cas de M. Laurent Gbagbo, il y a la question qui m'a été posée pour savoir, oui, si M. Laurent Gbagbo peut être candidat ou sera candidat à l'élection présidentielle. Je vous ai pris l'article de loi, on va lire qui peut être éligible. Je reprends ici sur l'article de loi 43 du code électoral et c'est même aussi de la constitution ivoirienne. Je reprends. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Très bien, le suffrage universel direct aussi, il faut que je l'explique un peu parce que j'ai fait quelques posts sur ma page pour expliquer que le suffrage universel direct, c'est aussi comme l'élection du maire, c'est un suffrage universel direct. L'élection du député, c'est un suffrage universel direct. L'élection du président de la République, c'est un suffrage universel direct. L'élection du président de région, c'est un suffrage universel direct. Un Peter 777 ici. Attends. D'accord. Bien. Donc c'est un suffrage universel direct. Ça veut dire que ce sont les électeurs qui vont choisir directement. Contrairement à l'élection des sénateurs, qui est un suffrage indirect. Donc, vous voyez la différence entre direct et indirect. L'élection du président de la République, c'est un suffrage universel direct. L'élection du président de région, c'est un suffrage universel direct. L'élection du maire, c'est un suffrage universel direct. L'élection des députés, suffrage universel direct. L'élection des sénateurs, suffrage universel et indirect, parce que ce sont les conseillers municipaux, régionaux, c'est eux qui votent, donc c'est indirect. Ce n'est pas le peuple qui choisit directement, mais ce sont les gens, les représentants du peuple qui vont choisir. Donc c'est indirect. Voilà un peu la différence, la nuance entre direct et indirect. Donc pour revenir au cas de M. Laurent Gbagbo, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il n'est rééligible qu'une fois. Ce sera la fin, la conclusion, parce que la question m'a été posée, mais ce sera la conclusion. Loin de moi de faire des polémiques, parce que je n'ai vraiment pas le temps des polémiques. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Doit jouir de ses droits civils et politiques. Pour le cas de M. Laurent Gbagbo, pour le moment, parce que si je dis pour l'heure, peut-être que vous allez mal interpréter pour dire, j'ai dit pour l'heure, donc on va dire pour le moment, ne jouit pas de ses droits civils et politiques. Donc pour l'heure, M. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Je lis juste ce que le code électoral dit et ce que la Constitution dit. Moi, je ne vais pas interpréter le jugement de justice parce que je ne suis pas... J'ai pas la compétence pour interpréter un jugement de justice ou pour... je n'ai pas la compétence. Je dis juste ça. Pour l'heure, le président Laurent Gbagbo ne jouit pas de ses droits civils et politiques. Donc, il ne peut pas être candidat pour l'heure. Sauf
un cas de mesure exceptionnelle. Sauf, c'est ce que la loi fait toujours ça, la loi dit toujours, c'est comme quand la loi dit, il y a toujours, on dit il y a alinéa, il y a alinéa, il y a alinéa, il faut lire aussi les alinéas. Donc, sauf un cas de mesure exceptionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le président de la République actuelle, donc le président Alassane Ouattara, peut prendre une mesure exceptionnelle, signer un décret pour amnistier Laurent Gbagbo. À ce moment-là, Laurent Gbagbo peut être candidat. Parce que le code électoral dit quoi? La loi dit quoi? Tout électeur, c'est ce que la loi dit. Tout électeur peut être élu président de la République. Or, le cas de M. Laurent Gbagbo, il n'est pas électeur et il ne bénéficie pas de ses, il ne joue pas de ses droits civiques et politiques. Il n'est pas électeur, donc il n'est pas sur la liste électorale. Pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Or, pour être inscrit sur la liste électorale, il faut jouir de ses droits civiques, civils et politiques. Donc, M. Laurent Gbagbo, pour l'instant, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Ce que je suis en train de dire là, ne transformez pas mes propos et il ne faut pas travestir mes propos. Je dis, je lis ce que la loi dit pour répondre à la question. Le reste, je ne suis pas avocate ni magistrate. Je n'ai pas la compétence pour juger ou pour condamner ou pour... Je ne peux rien faire à ce niveau-là. Je réponds juste à la question. Donc, je dis en cas de mesure exceptionnelle. La loi dit en cas de mesure exceptionnelle, M. Laurent Gbagbo peut. Donc, il y a plusieurs cas de mesures exceptionnelles. Il y a les parlementaires qui peuvent faire un amendement ou qui peuvent faire une proposition. Donc, ça aussi, c'est pour ça que c'est important de savoir le fonctionnement des institutions. Parce que la force des institutions, c'est aussi les hommes. Ce n'est pas les armes, mais c'est les hommes. C'est les idées, c'est la compréhension, c'est la connaissance, c'est la bonne information. Comment peut-on faire pour que Laurent Gbagbo puisse jouir de ses droits civils et politiques? Voilà des questions au fait, qui devaient vous préoccuper ou me préoccuper la société, qui devaient être des questions de débat. Parce que moi, je participe pas trop au panel de TikTok, hein, mais je vous écoute parfois, je tombe sur des panels, je trouve que bon, il y a du contenu, j'écoute un peu, et puis quand ça commence à je pars, je me fais pas remarquer, je pars. Mais il y a des sujets, voilà les sujets sur lesquels vous pouvez débattre. Comment, moi je vous donne un sujet, comment Laurent Gbagbo peut bénéficier d'une mesure exceptionnelle? Parce que ici, vous êtes à 8 mois des élections. 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 Et Laurent Gbagbo ne joue pas de ses droits civils et politiques. Et puis tu entends les gens, oui, de toute façon, il va être sur la liste. Mais c'est pas par magie qu'on se met sur une liste. Mesure exceptionnelle. Donc, il y a un dialogue politique qui est là, qui peut... Moi, je ne suis pas là pour donner des idées. Parce que les gens, vous savez ce que moi je pense déjà. Et je me suis exprimé largement dessus. Je l'ai dit, ça a frustré beaucoup de personnes. Ah, pourquoi elle a dit ça? Elle ne devait pas dire ça. Je l'ai dit. Je dis, moi, mon souhait, c'est que nos deux aînés puissent se retirer de la vie politique. Pour nous aider, aider leurs différents partis politiques à proposer des candidats pour qu'on ait un débat et qu'on n'ait pas des coups de poing, des injures par-ci et là. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, je l'ai déjà dit. Donc, certains n'ont pas compris pour l'heure. Peut-être plus tard, ils comprendront. Pour l'heure, ils n'ont pas compris. Mais moi, j'essaie de faire des propositions. Je dis, mais le président Alassane Ouattara a dirigé le pays à 15 années de pouvoir. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo a dirigé le pays 10 ans de pouvoir. Bédia a fait 9 ans. Je touche, comment on dit, Père éternel à son âme. Donc nos deux aînés, vous les citoyens et moi, on devrait être capables de faire des propositions, réfléchir ensemble. Pour que, attendez, vous pensez qu'il y a 80 ans passés,
Les 2 aînés doivent se donner des coups politiques, se donner des coups de poing. Et je vois des gens qui jubilent et qui jouissent de ça. Ça me choque, moi. Parce que je dis, la société africaine, nous avons des valeurs. Et la valeur, c'est quoi? C'est qu'au-delà même de nos divergences, quand une personne âgée a déjà 70 ans, on doit les respecter dans leur... Parce que c'est un âge. Avoir 70 ans, là. Est-ce que nous-mêmes, on va avoir ça? Moi, je prie haut. J'ai touché bois haut d'avoir mes 70 ans. D'avoir plus que ça. Mais nous, on devrait être capable de faire des propositions, d'amener nos 2 aînés pour dire, mais ils sont l'histoire aussi de la Côte d'Ivoire, nos 2 aînés. Ils sont l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est aussi des bibliothèques vivantes. C'est des bibliothèques vivantes. C'est des bibliothèques vivantes. De leur vivant, ils doivent écrire ce qu'ils nous ont jamais dit là. Ils doivent mettre par écrit. Et ils doivent nous léguer ça, nous laisser ça comme héritage. Moi, je prie toujours le bon Dieu pour dire, Dieu, accorde-les longue vie. J'ai pris, accorde-les longue vie. Moi, je ne suis pas dans ces histoires de bad buzz, des battles des réseaux sociaux où les gens prennent plaisir sur des plateaux télé ou bien sur des réseaux sociaux ou des panels à insulter le leader de tel parti politique, à insulter. Mais ça, c'est pas le débat. C'est pas le débat, ça. Pour moi, c'est pas le débat. Le débat, il se veut intellectuel. C'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées, de contradictions. C'est vrai que c'est autour de la confrontation des idées que naissent les grandes nations. Quand on dit grande nation, là, c'est la capacité des nations à surmonter les défis. Or, les défis de ce monde-là sont immenses. Donc, moi, je prie tous les jours pour eux, pour dire, Dieu accorde leur longue vie. Je ne fais pas partie de ceux qui vont s'asseoir pour dire, bon, je me mets sur tel panel. Ou bien, moi, là, quelque chose de mal ne peut arriver à Alassane Ouattara. Ou bien, quelque chose de mal ne peut arriver à Laurent Gbagbo. Ça t'apporte quoi dans ta vie? Que quelque chose de mal arrive à Alassane Ouattara ou à Laurent Gbagbo, ça t'apporte quoi? Toi, dans ton quotidien, là, ça t'apporte quoi comme bonheur? Même spirituellement, ça t'apporte quoi comme bonheur? Rien. Or, si tu pries pour eux tous les jours, pour dire Dieu accorde leur longue vie, apaise le cœur des uns et des autres, remplis-les de sagesse, tu vas voir que toi-même, ta vie sera apaisée. Parce que, tu voyais, ce que tu exprimes là, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, ça te bouffe, ça te ronge. C'est pour ça que j'ai aimé la citation de Simone Gbagbo quand il a dit un jour, j'étais en prison et j'avais la haine. Je vous invite à aller réécouter. C'est fort, hein? Elle dit, j'étais en prison, j'avais la haine. Mais tout le monde peut imaginer la haine qu'elle peut ressentir. Ça a été une femme bafouée, humiliée. Humiliée publiquement et mondialement. Donc elle dit, j'étais en prison et puis j'avais la haine. J'avais la haine d'Alassane Ouattara. Et puis d'un jour, l'esprit lui a dit, prie pour lui. Elle dit, prie pour lui. Prie pour lui. Tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que la haine que tu as là, tu penses que tu as la haine de quelqu'un, maintenant tu te détruis toi-même. Parce que la haine, c'est la colère. La haine, c'est la colère. La haine te bouffe toi-même. La haine te bouffe toi-même. Bon, voilà un qui dit, je parle en tant que RHDP. Vous savez, il faut tout pour construire un monde. Il faut tout pour construire un monde. Il faut ceux qui comprennent plus vite. Il faut ceux qui comprennent plus lentement. Il faut ceux qui ne comprennent pas du tout. Parce que ceux qui ne comprennent pas du tout là, c'est ceux-là quand on arrive dans un village, on dit voilà l'idiot du village qui s'en va là-bas. C'est celui qui ne comprend rien. Donc, mais tout ça, ça fait partie du village. Hein. Parce qu'il est important aussi l'idée dans le village. Parce que souvent, il fait rire. C'est celui on dit, qui fait rire. Il ne comprend rien, il saute sur les sujets et puis il fait rire tout le monde. Mais ça détend l'atmosphère. Donc, ton commentaire me détend. Ton commentaire me détend. Je ne le prends pas en mal. Tu as du mal à comprendre ce que je dis. C'est pas grave. Tu n'es pas obligé de comprendre forcément ce que je dis. C'est pas grave. C'est aussi ça le débat.
C'est aussi ça la contradiction, c'est que tu ne puisses pas comprendre forcément ce que j'ai dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être un jour, tu comprendras et un jour, tu feras aussi ton effort d'apporter la contradiction. Mais moi, je souhaiterais que tu apportes une contradiction. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, oui, dans l'article, tu as dit que le président... l'article de loi dit oui, effectivement. Je dis que je ne vais pas m'étaler sur ça. L'article de loi dit, le président est... Je reprends l'article des lois. Donc, je vous ai donné des articles. Article 43, article 43, article 48, article 55. Donc, vous pouvez vous-même aussi faire un effort d'aller lire l'article de loi aussi. L'article 43 dit le président de la République est élu pour 5 ans. Ça s'appelle le quinquennat. Parce qu'on n'est pas en septennat. Septennat, c'est 7 ans. Quinquennat, c'est 5 ans. C'est pour ça qu'on dit quinquennat. Quinquennat. Quinquennat, c'est 5 ans. Septennat, c'est 7 ans. Donc, la Constitution ivoirienne dit, c'est le quinquennat. Donc, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, je l'ai expliqué. Peut-être que vous venez d'arriver, messieurs. Il n'est rééligible qu'une fois. Donc, ça veut dire 10 ans. Voilà. Moi, après, la question qui m'a été posée, pourquoi le président Alassane Ouattara s'est représenté en 2020, je reviendrai dessus. Pas sur ce sujet. Il y a 2 questions qui m'ont été posées. J'ai répondu à ces 2 questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ce sera aussi l'ordre d'un autre débat. Et puis, si vous voulez, je vous inviterai à participer à ce débat pour qu'on puisse vraiment se comprendre et se parler. Il faut aider les uns et les autres à comprendre aussi un certain nombre de choses. Donc, juste de parler des cas exceptionnels. Donc, pour moi, le président Alassane Ouattara s'est présenté en 2015. Ça a été un cas exceptionnel. Et lui-même, il l'a dit dans son discours. Et tout le monde le sait. C'est pas moi qui ai provoqué le cas exceptionnel. C'est pas moi. Et je pense que voilà, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je vais m'arrêter sur ça. Ma soeur, ça fait longtemps. Oh oui, merci. Bonjour, cher frère. Bonjour. Donc, j'ai répondu à toutes les questions. Je n'ai plus d'autres questions. Je pense qu'on a terminé. On peut s'embrasser, même si on ne s'apprécie pas trop. Et vous souhaitez un très bel après-midi. J'ai répondu à toutes les questions, il me semble. Il y a d'autres questions ou pas? Parce que je suis en train de laisser, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais le cas exceptionnel ne figure pas dans la Constitution. Effectivement, le cas exceptionnel ne figure pas dans la Constitution. Ça peut être aussi le sujet de mon prochain live dans les... Ah, bon, on va revenir, je n'ai pas le temps de lire. Dans la Constitution, aucunement, c'est notifié en cas d'une force majeure. La Constitution reste et demeure. Mais quand je vous parle de cas exceptionnel, je vous ai jamais dit que c'était inscrit dans la Constitution. Parce que cette Constitution, c'est pas moi qui l'ai votée. Moi, j'ai voté non pour la 3e République. Hein. Enfin, je me suis exprimé largement sur la 3e République. J'ai dit non à la 3e République. Mais comme la diaspora n'a pas participé, on nous a exclus hein, de la Constitution, du vote de la Constitution, du oui de la Constitution. Mais j'ai participé néanmoins à des rencontres, à des conférences ici dans la diaspora. Si je ne me trompe pas, s'il est là, c'est Dr Roy, si je prononce bien son nom, qui était chargé de venir débattre avec la diaspora sur la question qui a été envoyée à l'époque par Guillaume Soro, qui était président de l'Assemblée nationale. J'ai encore bonne mémoire. Ça s'est passé au quartier Front Populaire à Aubervilliers. Donc, j'étais dans la salle et j'ai dit non à la 3e République. Donc, moi, je suis cohérente. J'ai dit non à la 3e République pour 2 notions. J'ai dit non à la 3e République. Et ce jour-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui étaient dans la salle, ils étaient tous contents pour la 3e République. Je leur ai dit, la 3e République, vous allez l'assumer au moment opportun et au moment venu. Moi, je fonctionne comme ça. Vous voyez, peut-être que c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. La chance de voir les choses arriver. Donc, venez pas me faire porter le chapeau de la 3e République parce que je n'ai pas voté à la 3e République. C'est vous qui avez voté à la 3e République. D'abord,
quand ils ont fait sauter le verrou de l'âge, j'ai dit c'est une grossière erreur. Moi, j'ai été contre ça. Sauter le verrou de l'âge, j'ai été contre ça. Parce que je dis, ça va nous causer des problèmes plus tard. Notre pays sort péniblement de guerre. Sauter le verrou de l'âge, ça va nous causer des problèmes plus tard. Dans la salle, il y avait des gens, je ne citerai pas leur nom. Mais de tous les partis politiques que ça arrangeait à l'époque. Et qui ont dit oui. Donc, messieurs, je vous lis par votre commentaire. Je sais que vous vous dites pro-Gbagbo. Mais il y avait des pro-Gbagbo dans la salle ce jour-là. Qui étaient contents pour la Troisième République. Parce que le verrou de l'âge sautait. On leur a expliqué que votez oui. Parce que demain, quand Gbagbo va sortir de prison, même si les 75 ans sont passés, il va être candidat. J'ai envie de vous poser la question. Il est sorti de prison, il est sur la liste électorale. Dans la même salle, je dis, il ne sera pas sur la liste électorale. Et je vous parle de 2016. Nous sommes en 2025, chers frères et sœurs. Moi, mon défaut, là, c'est d'avoir une longueur d'avance. C'est ça mon défaut. Et je le reconnais. Mais je ne suis pas en rien pour la Troisième République. Parce que le verrou de l'âge, je dis, faites attention, ne sautez pas. Le premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, qui est resté au pouvoir et qui est mort au pouvoir, n'a jamais touché au verrou de l'âge. Parce qu'il s'est dit, ça va protéger les Ivoiriens plus tard. Pourquoi vous faites sauter le verrou de l'âge là? Vous pensez que dans une société jeune comme les sociétés africaines, où les gens ont soif d'alternance démocratique, où les gens ont soif de démocratie, de liberté, d'alternance démocratique, est-ce que vous pensez que dans ces sociétés-là, on doit laisser le verrou de l'âge pour avoir des personnes d'un troisième âge candidat à l'élection présidentielle? C'est la question que j'ai posée à l'époque. Et ça, ne que trois dans la salle. Tout le reste, c'était pour la Troisième République, parce que le verrou de l'âge va sauter. Donc aujourd'hui, on est face à cette difficulté. Donc la seule chose que moi je peux faire comme proposition, ne voulez pas m'en vouloir et m'injurier. En plus, je vous laisse la liberté de commenter, d'écrire. Quand même, un peu de décence. Ne venez pas m'injurier. Parce que je suis responsable à rien. Je ne suis pas parlementaire, je ne suis pas députée ni sénatrice. Donc tournez-vous vers vos députés pour dire, ah, la question des verrous de l'âge, je pense que vous pouvez faire une proposition qui va être acté et remettre le verrou de l'âge dans la Constitution afin de protéger. Parce que dans la même Constitution, on dit tout électeur, tout Ivoirien, à partir de 35 ans peut être candidat. Et vous sautez le verrou de l'âge. Il y a un problème. Donc, demandez à vos parlementaires, c'est là qu'il faut mener le débat. Parce qu'on regarde les réseaux sociaux, vous ne menez pas des vrais débats là, les vrais sujets de société, vous ne les menez pas. Vous êtes dans des passions individuelles, dans l'individualisme. Ce sont ce genre de débats que vous menez. On va mettre la photo de Alassane Ouattara, les gens vont venir. Ça veut dire que vous appelez ça des panels, ou vous êtes en clan, c'est des sectes. C'est des petites sectes comme ça. Sur les réseaux sociaux où des groupes de sectes arrivent, ils insultent l'autre. On met la photo de Gbagbo et puis chacun vient, déverse ta haine. Apra, 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 apra. On met la photo de la salle Ouattara, déverse ta haine. Apra, apra. Moi, je ne suis pas dans ça. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Ce n'est pas mon débat. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous invite à vous saisir des questions de société et puis à pouvoir débattre sereinement. Parce que le débat, ce n'est pas le coup de poing. Le débat, c'est le dialogue. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Je vais t'écouter. Quand tu finis, dis-moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que voilà. Et puis, j'apporte mes arguments. Et puis maintenant, ceux qui nous écoutent là, en fonction de la force de nos arguments, ils vont balancer. Ah, je pense du côté de Gouza, ou je pense du côté de Diallo, ou je pense du côté de Seri, ou je pense du côté de Kofi. C'est ça le débat. Mais si vous vous mettez en groupe, après, je vois des cadeaux, merci pour les cadeaux, merci. Après. Mais c'est pas ça le débat. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons traversé, c'est pas que je parle de 35 ans. Parce que nous, ça fait depuis 90, nous sommes dans des crises politiques dans notre pays. C'est 35 ans de votre vie divine. Merci divine pour les fleurs, merci pour les roses, merci. Ça fait combien d'années de notre vie? 35 ans sur votre vie. Ça veut dire que l'enfant qui est né, il a 35 ans, il est même papa. Peut-être qu'il sera bientôt même grand-père.
Et ce sont les mêmes leaders là, ils sont toujours en train de faire, leur clan en train de faire des palabres. À un moment donné, il faut dépasser ça. Il faut qu'on arrive à dépasser ça. Mes frères et sœurs, je pourrais pas, j'ai presque terminé, je vois, ça, il y a une personne qui souhaiterait participer, mais j'ai presque terminé, j'ai été très longue. Je vais vous dire merci, merci de m'avoir écouté, merci pour ceux qui ont pris leur temps, qui ont donné de leur temps, merci pour ceux qui ont eu le courage de continuer, même si qui n'aiment pas ma tête, mais qui ont quand même, qui n'aiment pas ma gueule, mais qui ont quand même écouté. C'est pas grave, merci à eux, parce qu'ils ont été là. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils ont été là. Merci à vous. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, on va aborder d'autres sujets. Vous pouvez m'écrire via un message sur les questions, les sujets sur lesquels vous souhaiterez qu'on puisse entretenir. Et je prendrai note. Dès que j'ai un bout de temps, on peut échanger, on peut en parler. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci.